Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette troisième édition de la Journée de la Santé, une journée qui a pour grand témoin cette année Olivier Goy. C'est un immense plaisir de vous accueillir, un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation, vraiment. Alors je vais, si vous me le permettez, un peu raconter votre histoire. On vous a diagnostiqué en décembre 2020 une sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Il faut savoir que 5 patients sont chaque jour diagnostiqués en France de cette maladie. Vous aviez 46 ans, étiez en bonne santé, vous étiez une figure emblématique de la tech, un brillant entrepreneur. Les premiers signes de cette maladie se sont manifestés pendant une partie de tennis pendant laquelle vous aviez du mal à tenir votre raquette. Malgré cette maladie qui vous emmure progressivement dans votre corps depuis 4 ans et qui vous a fait perdre l'usage de la parole après la sortie de votre documentaire Invincibilité en mai 2023, vous affichez toujours une soif absolue de vie. Vous continuez à nous contaminer de votre optimisme, mais derrière ce visage radieux, il y a un combat que vous menez, et même plusieurs. Vous avez donc comme nouvelle compagne de vie cette petite tablette qui vous permet de communiquer avec nous. Donc vous tapez dessus à l'avance les réponses sur l'ordinateur et une intelligence artificielle permet de reproduire votre voix. Donc autant dire qu'on a un petit peu préparé l'interview. Ma première question sera toute simple. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien. C'est une question qui peut sembler anodine, mais elle ne l'était pas vraiment pour quelqu'un atteint d'une maladie comme la SLA. Physiquement, la maladie progresse, c'est un fait. Mais psychologiquement, je ressens une sérénité que je n'aurais jamais imaginée. Mon corps me trahit, mais mon esprit est intact. J'ai appris à vivre autrement, à voir la vie avec plus d'intensité, à profiter pleinement des moments présents. Bien sûr, il y a des jours plus difficiles que d'autres, mais ce qui m'aide à tenir, c'est le combat que je mène, l'amour de mes proches et cette volonté farouche de ne pas laisser la maladie dicter ma vie. Alors, si on reprend un peu depuis le début, lorsqu'on vous a diagnostiqué cette maladie, quels sont les sentiments qui vous ont traversé ? Est-ce que ça a été de la colère, de l'injustice, j'imagine un peu tout ça ? L'annonce d'une maladie comme Charcot est un séisme intérieur. On croit toujours que ces choses arrivent aux autres, jamais à soi. Et quand le médecin prononce ces mots, c'est comme si le sol se dérobait sous vos pieds. On l'entend, mais on ne le comprend pas tout de suite. Le cerveau refuse de l'accepter. Dans les jours qui suivent, une sorte de brouillard s'installe. Les émotions se mélangent. Le choc, la colère, l'injustice, la peur de l'inconnu, peur de la souffrance, peur de ce que l'on va devenir aux yeux des autres. Puis viennent les premières recherches sur Internet qui ne font que amplifier l'effroi. On découvre une maladie sans traitement, sans espoir de guérison, avec une échéance inévitable. À ce moment-là, on a l'impression que tout s'arrête, que la vie se réduit à un compte à rebours. Mais après cette tempête initiale, il y a un moment de bascule et on comprend qu'on a encore le choix, pas sur la maladie elle-même, mais sur la manière dont on va vivre avec. J'ai décidé très vite que je ne voulais pas être spectateur de ma propre fin. Je ne voulais pas que cette maladie définisse la suite de mon histoire. Alors, au lieu de me replier, j'ai choisi d'agir. Charcot m'a appris une chose essentielle. On ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais on peut toujours contrôler la manière dont on y répond. Et c'est là que réside la vraie force. Que saviez-vous sur cette maladie avant d'en être atteint ? Presque rien. Comme beaucoup de gens, j'avais entendu parler du Ice Bucket Challenge il y a quelques années, mais je n'avais aucune idée précise de ce que cela signifiait réellement. C'est seulement en entrant dans ce monde des malades et des chercheurs que j'ai pris la mesure de ce que représentait la SLA, une maladie dégénérative qui enferme peu à peu les patients dans leur propre corps, sans altérer leur esprit. C'est un piège implacable, et pourtant elle reste méconnue, trop peu médiatisée et largement sous-financée. Justement, pourquoi vous avez décidé d'en parler publiquement ? Nombreux sont ceux qui ont compris qu'en parlant de la mort, on éclairait la vie.
Et j'ai eu envie d'éclairer la vie, plutôt que me plaindre. Principe de précaution, progrès de la science, confinement, aujourd'hui tout est mis en place pour éloigner la maladie et la mort. Et pourtant, elle est et sera toujours là. Nous pouvons feindre de l'ignorer, mais la réalité nous rattrape immanquablement. Mon questionnement se veut utile au plus grand nombre, les malades évidemment, mais aussi les proches comme les moins proches. La maladie de Charcot est un prétexte pour parler de la vie sans faux semblant. Que dire, que faire, comment réagir quand la foudre frappe à côté de vous? Comment interagir au quotidien avec un malade, que l'on soit du cercle familial ou un soignant? Comment définir ces nouveaux objectifs de vie? Comment éviter les pièges tendus par tous les indélicats profiteurs du désespoir? En médiatisant mon combat, je réponds à toutes ces questions. J'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes un grand spécialiste de cette maladie. Où en est-on la recherche? Est-ce qu'elle a avancé un petit peu? Aujourd'hui, il n'existe toujours aucun traitement curatif pour la SLA. Quelques médicaments peuvent ralentir légèrement la progression, mais aucun ne permet d'arrêter la maladie. La recherche avance, mais elle manque cruellement de moyens. Il y a des pistes prometteuses, notamment sur la forme génétique de la maladie, 10% des cas. Mon rôle en tant qu'ambassadeur de l'Institut du cerveau est d'accélérer ce processus en mobilisant des financements et en sensibilisant le public. Vous a-t-on déjà proposé de participer à un essai clinique ou d'essayer de nouveaux traitements? Oui, j'ai étudié plusieurs possibilités, mais les critères d'admission aux essais cliniques sont très stricts. Certains traitements expérimentaux offrent des pistes intéressantes, mais nous sommes encore loin d'un remède sur la forme sporadique, qui est la mienne. L'accès aux essais reste un défi pour de nombreux patients. Trop peu sont disponibles et les démarches sont complexes. Cette maladie, donc on l'a dit, rend prisonnière de son corps. Seul le cerveau et les yeux continuent à fonctionner. Pouvoir rester lucide est quelque chose auquel vous vous accrochez. Oui, absolument. C'est à la fois une bénédiction et une épreuve. La SLA enferme le corps, mais laisse l'esprit intact. Cette lucidité me permet de continuer à être acteur de ma vie, de prendre des décisions, de transmettre, de témoigner, d'aimer, de vibrer. Mais elle rend aussi la maladie plus cruelle, car je suis conscient de chaque étape de la dégradation physique. Quelles conséquences a eu la maladie sur votre vie professionnelle? Êtes-vous encore aujourd'hui présent dans vos locaux de la plateforme que vous aviez cofondée October? Annoncer mon diagnostic à mes équipes a été l'un des moments les plus difficiles de ma vie professionnelle. Quand on est dirigeant, on incarne une vision, une énergie, une certaine idée de la solidité. Dire à ses collaborateurs qu'on est atteint d'une maladie incurable, c'est briser cette image. C'est faire face à leurs regards, à leurs émotions, à leurs questions auxquelles on n'a pas toujours de réponse. J'ai choisi d'être transparent, de ne pas tourner autour du pot. Je ne voulais pas qu'il y ait des rumeurs, des non-dits, ni que mon état de santé devienne un sujet tabou. J'ai convoqué les équipes et je leur ai parlé avec sincérité en leur expliquant ce que signifiait Charcot, ce que cela allait impliquer pour moi et ce que cela signifiait pour l'entreprise. J'ai vu l'émotion dans leurs yeux. Certains ont été bouleversés, d'autres ne savaient pas quoi dire. J'ai compris à ce moment-là que ce n'était pas seulement mon combat, mais aussi celui de tous ceux qui m'entouraient. Mais je voulais aussi leur envoyer un message fort. Oui, la maladie allait changer beaucoup de choses, mais elle ne devait pas être synonyme d'arrêt. Je leur ai dit que je comptais continuer à travailler aussi longtemps que possible, que nous allions organiser la transition intelligemment et que l'entreprise devait continuer à avancer. Ce jour-là, j'ai réalisé que le leadership ne résidait pas seulement dans la performance, mais aussi dans la capacité à affronter l'adversité avec courage et à rassurer ses équipes, même dans l'incertitude. Je crois que cette transparence a renforcé nos liens. Beaucoup ont été touchés par mon engagement à continuer tant que je le pouvais. Certains m'ont confié que cela leur avait donné une autre vision de la vie, du travail et de l'importance de donner du sens à ce que l'on fait.
Finalement, annoncer ma maladie à mes équipes n'a pas été une fin, mais le début d'un nouveau chapitre où l'on a appris ensemble à conjuguer fragilité et force, vulnérabilité et détermination. Votre autre combat, c'est plutôt un message qui se lit dans vos yeux et sur votre sourire qu'on a là. La vie est belle, dites-vous. Alors vous dites que la maladie vous a ouvert les yeux. Expliquez-nous en quoi elle vous a ouvert les yeux. En fait, la maladie vous amène à bien comprendre quels sont vos objectifs de vie. Aller au bureau à vélo, faire du ski de rando, camper à la Belle Étoile avec mes enfants, me déplacer partout en Europe pour développer mon entreprise. Je ne peux évidemment plus le faire, mais ce ne sont pas des objectifs. C'est une manière de rendre la vie agréable. Alors oui, abandonner ses plaisirs est difficile. C'est quelque part une privation de liberté. Mais je l'ai accepté. Car la refuser, c'est déprimer, et donc se punir 2 fois. Ces activités ne sont cependant pas des objectifs de vie. C'était juste des moyens d'atteindre mes vrais buts. Être utile à ma famille, être utile à la société. Et là, la maladie ne m'empêche pas d'atteindre ces grands buts. Au contraire, elle me fournit un levier pour mener mes combats. Tout ce qui arrive, c'est grâce à elle. Et je trouve que c'est finalement un beau pied de nez à la maladie. Plus elle m'abîme, plus mon message porte. Je suis invincible. Vous êtes-vous justement déjà senti comme un soutien pour les autres victimes de cette sclérose qui n'ont évidemment pas toujours votre environnement ? Oui, et c'est une dimension de mon combat que je n'avais pas anticipée au départ. Quand j'ai rendu public ma maladie, je l'ai fait avant tout pour éviter les rumeurs et pour sensibiliser à la recherche. Mais très vite, j'ai réalisé que mon témoignage pouvait aussi être une source de réconfort et d'espoir pour d'autres malades. La SLA est une maladie terrible qui enferme le patient dans un corps qui ne répond plus, et tout le monde ne bénéficie pas du même soutien familial, médical ou financier. J'ai conscience d'être un privilégié. J'ai une famille aimante, un entourage bienveillant, des ressources qui me permettent d'adapter mon quotidien et d'accéder aux meilleurs outils possibles. Ce n'est malheureusement pas le cas de nombreux malades qui se retrouvent isolés, parfois dans une grande détresse. Depuis que j'ai commencé à prendre la parole, j'ai reçu d'innombrables messages de patients ou de proches me disant « Merci, grâce à vous, nous nous sentons moins seuls ». Certains me demandent des conseils sur l'évolution de la maladie, d'autres me parlent de leurs difficultés à gérer la perte progressive de leur autonomie ou de la douleur de leurs proches face à cette épreuve. C'est pour eux, ça a été aussi que je me bats. Je veux aussi changer le regard de la société sur la SLA et plus largement sur le handicap. Il y a encore trop d'incompréhension, trop de solitude imposée aux malades. Si mon témoignage peut aider ne serait-ce qu'une personne à mieux vivre avec la maladie, alors tout cela aura du sens. Je me vois donc comme un relais, un passeur de messages, une main tendue vers ceux qui vivent ce combat dans l'ombre. Parce que personne ne devrait affronter cette maladie seul. Vous avez raconté votre quotidien dans un documentaire Invincibilité, dont on ne verra pas donc d'extrait, écrit un livre avec la journaliste Anne Fulda, qui est en vente sur notre espace librairie au-dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire et lu ce livre, racontez-nous un peu votre quotidien. Comment ça se passe ? Mon quotidien est si rythmé par une réalité que beaucoup ne peuvent qu'imaginer, la perte progressive de mes capacités physiques, ce qui était autrefois simple, comme se lever, marcher, manger ou même parler, est désormais impossible sans assistance. Pourtant, malgré ces contraintes, je me lève chaque matin avec la volonté de profiter de la journée qui s'offre à moi. D'un point de vue purement pratique, tout doit être organisé à la minute près. Je suis entouré d'une équipe de soignants et de proches qui m'aident à accomplir les gestes du quotidien. Je ne peux plus utiliser mes bras ni mes jambes, alors chaque mouvement, chaque besoin passe par un intermédiaire. Cela pourrait sembler insupportable, mais j'ai appris à voir cette dépendance autrement, comme une autre manière de vivre, où l'on accepte de recevoir autant que l'on a donné. L'une des étapes les plus difficiles a été la perte de ma voix. Moi qui aimais échanger, débattre, plaisanter spontanément, j'ai dû apprendre à communiquer autrement. Mon travail sur le documentaire Invincible été et mon livre avec Anne Fulda ont été des moyens d'illustrer cette nouvelle réalité
sans pathos, mais avec sincérité. Ce que je voulais montrer, c'est qu'au-delà des contraintes physiques, il reste une force vitale intacte. La maladie a modifié mon corps, mais elle n'a pas changé ma façon d'être. Et aussi, elle ne nous a pas fait modifier votre vision de l'avenir, parce que l'avenir ne nous fait pas peur. Non, l'avenir ne me fait pas peur, ou plutôt il ne me fait plus peur. Avant mon diagnostic, comme beaucoup de gens, j'avais cette angoisse diffuse de l'inconnu, du temps qui passe trop vite, de la mort qui, bien que lointaine, était une idée que l'on préfère éviter. Puis, la maladie de Charcot est entrée dans ma vie, et avec elle, cette certitude brutale, mon avenir a été tracé, limité dans le temps et jalonné d'épreuves. Ce que je redoutais inconsciemment est devenu une réalité tangible, une échéance que je ne pouvais plus ignorer. Les premiers mois après l'annonce ont été terrifiants, mais peu à peu, j'ai appris à apprivoiser cette réalité. J'ai compris que l'avenir, c'est avant tout ce que l'on en fait aujourd'hui, plutôt que de me projeter dans ce qui pourrait arriver et qui, soyons honnêtes, est objectivement effrayant. J'ai décidé de me concentrer sur ce qui est encore possible. Je ne me mens pas à moi-même. Je sais que la maladie va continuer à progresser, que mon autonomie va disparaître complètement, que chaque jour est une étape de plus vers une immobilité totale. Mais à quoi servirait-il de vivre dans la peur de ce qui est inévitable ? Alors je choisis d'être dans l'action. Chaque journée est une occasion de faire quelque chose qui a du sens, que ce soit passer du temps avec mes enfants, mener un projet pour la recherche, témoigner pour aider d'autres malades. L'avenir n'est pas une menace, il est juste une suite de présents que je veux remplir du mieux possible. Et puis, il y a une autre vérité qui m'aide à avancer. Nous avons tous une échéance. La seule différence entre vous et moi, c'est que j'ai une idée plus précise du temps qui m'est donné, mais en réalité, personne ne sait combien de jours il lui reste. Alors pourquoi se paralyser avec la peur de l'avenir au lieu de vivre pleinement aujourd'hui ? Votre rapport justement à la mort évolue-t-il avec la progression de la maladie ? Oui, mon rapport à la mort a profondément évolué et il continue d'évoluer avec la progression de la maladie. Avant mon diagnostic, comme la plupart des gens, la mort était une idée abstraite. Je savais qu'elle existait, qu'elle était inéluctable, mais elle restait une notion lointaine, presque théorique. On vit en évitant d'y penser, en se projetant toujours vers l'avenir, en construisant, en avançant, comme si l'on était intouchable. Puis un jour, tout bascule. Quand on vous annonce que vous avez une maladie incurable, avec une espérance de vie limitée, la mort devient une présence permanente. Elle n'est plus une idée lointaine, elle est là, dans votre quotidien, comme une ombre que vous ne pouvez plus ignorer. Mais au fil du temps, j'ai compris que vivre dans la peur de la mort, c'était déjà lui donner trop de place. Je me suis alors réapproprié mon temps. J'ai décidé que tant que je pouvais encore agir, rire, partager, aimer, je choisirais la vie. Aujourd'hui, je ne crains plus la mort comme avant. Ce qui me préoccupe, ce n'est pas tant quand elle arrivera, mais comment je vivrai jusque-là. Je veux partir en ayant donné tout ce que je pouvais, en ayant contribué à quelque chose qui me dépasse, en ayant montré à mes enfants que l'on peut faire face à l'adversité avec courage et dignité. Finalement, la maladie m'a appris à ne plus avoir peur de la mort. Parce qu'en acceptant son existence, j'ai appris à mieux vivre. Alors que Charles Bietri vient à nouveau de s'inviter dans le débat sur la fin de vie, vous livrez toujours une magnifique leçon de vie. Appelez-vous, comme Charles Bietri, à voter une loi sur la fin de vie. Voilà un chapitre du livre que j'ai écrit sous la contrainte. Nombreuses sont les personnes qui veulent entendre mon avis sur la fameuse fin de vie, un sujet extrêmement complexe. Déjà, je dois confesser que je n'aime pas que la maladie de Charcot soit systématiquement choisie comme la maladie justifiant cette loi. Imaginez l'impact sur les futurs malades ou les personnes récemment diagnostiquées. Si vous entendez en boucle « Vous avez Charcot », autant mourir tout de suite. Oui, on peut vivre avec Charcot, même vivre heureux. Si j'ai personnellement choisi le camp de la vie, je comprends en revanche totalement la nécessité de nouvelles règles.
de nouvelles règles, à condition qu'elles s'accompagnent d'un discours pro-vie et de moyens massifs pour mourir confortablement, les fameux soins palliatifs. Le décès de Loïc Rézibois a été particulièrement un choc pour nous tous, un grand combattant de Charcot, un grand militant. Il était entré en sédation profonde, faute de mieux. Comprenez bien ce que cela veut dire. On vous endort et on arrête de vous alimenter, jusqu'à ce que votre cœur lâche. Une torture mentale et physique. Donc ce sera ma dernière question. Qu'aimeriez-vous que les gens qui ont suivi cette conférence fassent en quittant cette salle ? J'ai énormément de choses à vous dire. Alors, pardonnez ma pirouette commerciale, mais foncez acheter le livre. En plus, c'est bon pour la recherche. Je reverse 100% des droits d'auteur à l'Institut du cerveau. Et si vous n'aimez pas lire, achetez un t-shirt sur le site des Invincibles. Donc, merci à vous pour tous ces mots d'espoir, cet appel à vivre intensément. Donc, vous pouvez soutenir l'Institut du cerveau en vous rendant sur le site www.les-invincibles.com pour vous procurer le t-shirt ou courir, donc acheter ce livre au stand forum qui est situé au-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.